c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode de Questions aux sénateurs. Si jamais c'est la première fois que vous suivez cette émission, déjà bienvenue. C'est quoi Questions aux sénateurs? C'est une heure de direct où vous allez pouvoir poser toutes vos questions à un sénateur. C'est donc une émission de Public Sénat et d'Acropolis, vous l'avez vu dans le générique. Et aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, un nouveau sénateur. C'est Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter c'est un plaisir. avec nous pendant une heure. Je dis avec nous parce que vous l'avez compris, je ne suis pas tout seul. Il y a en plus de moi des gens qui vous regardent. Il y a une télévision ici, vous pouvez les voir. Alors, les gens disent bonjour. Vous voyez, bonjour Gaël, bonjour Ornithorynque. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et ils s'affichent aussi ici, on va les voir devant nous. Et le principe, c'est quoi? C'est que pendant une heure, je suis le simple relais, le simple porte-parole des questions des jeunes qui sont dans le chat, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs. D'accord. Pas de discrimination, qui sont dans le chat et qui ont des questions à vous poser. On y va. On y va. Il y a plusieurs choses déjà. Peut-être je vais vous présenter rapidement pour que tout le monde sache qui vous êtes. Et après, si vous voulez compléter la biographie, vous me dites. Vous avez été maire d'Orléans de 1989 à 2001. Vous avez été député de 1981 à 1991 pendant 10 ans. Secrétaire d'État de 1991 à 1993 et sénateur du Loiret depuis 2001. Donc ça va faire 18 ans environ. Vous êtes membre Ça fait pas mal, ça fait quelques années. Ouais. Vous êtes membre du Parti Socialiste, vice-président du Sénat, c'est bien. Non, vice-président de la Commission des lois. De la Commission des lois. Il y a un problème sur l'affichage. C'est pas grave, oui. Et du coup, vous êtes membre du Parti Socialiste, donc il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oui. On va parler évidemment de l'affaire Benalla. Beaucoup ont suivi les commissions d'enquête, donc ça intéresse un certain nombre d'entre eux. On va parler évidemment de l'actualité, de Notre-Dame, des élections européennes, peut-être des gilets jaunes aussi. J'ai vu que vous aviez pas mal réagi. Voilà, les gens disent bonjour dans le chat. On va commencer sans plus tarder. Je rappelle le principe à ceux qui regardent l'émission. Dans le chat, du coup, posez vos questions. Moi, j'ai ma tablette sous les yeux. Je prends les questions les plus pertinentes, un maximum de questions, et j'en pose un maximum à vous pendant une heure. Peut-être déjà pour commencer, parce que beaucoup vous connaissent depuis l'affaire Benalla. Ça a été un moment assez important ces derniers mois. Une question de Julien Pagnac sur Twitter qu'il a posée hier. Il est comment Alexandre Benalla en vrai ? Écoutez, il est relativement sûr de lui. On a eu 2 auditions. Il était différent d'ailleurs entre la première et la seconde. Ça tenait pour une bonne part au fait qu'il avait un premier avocat pour la première, une autre pour la seconde. Et sans doute pour la première, il était plus brut de décoffrage. Pour la seconde, il avait une avocate qui lui disait de ne pas répondre. Et donc, il était plus sur ses gardes. Il parlait moins. Il était plus discret de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous ont accusé de faire de la politique, à ceux qui vous ont accusé, notamment le gouvernement, qui a fortement remis en cause quand même cette commission d'enquête? Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques qu'il y a eu? Mais je réponds que ces attaques n'ont pas de sens. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, il est très important qu'il y ait un contrôle. Et il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas une séparation des pouvoirs et s'il n'y a pas un Parlement qui exerce une mission de contrôle. De contrôle du pouvoir et de contrôle de l'exécutif. Et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans la Constitution. Il est prévu dans la Constitution, article 51, alinéa 2, que les commissions d'enquête parlementaires contrôlent le gouvernement et évaluent les politiques publiques. La sécurité du chef de l'État, c'est une politique publique. Donc je vais dire à tous ceux qui nous accusent de faire de la politique qu'ils ont tort. Nous avons fait notre travail. Quel a été notre travail? Trouver la vérité. Mettre à jour tous les dysfonctionnements qui ont eu lieu au plus haut niveau de l'État. Le faire publiquement, puisqu'on a choisi, et c'est une nouveauté, c'est vrai, ce n'était pas le cas avant, que les 40 auditions soient publiques. C'est-à-dire qu'on a fait 50 heures de télévision. Et tous les Français ont pu voir les auditions. Sur Public Sénat. Oui, mais sur beaucoup de chaînes. Sur beaucoup de chaînes, c'est vrai que c'est paru sur BFM, sur beaucoup de chaînes. Et tout le monde a pu voir les questions que nous avons posées, que j'ai posées. Et nous avons sorti un rapport. Ce rapport, il n'a été contesté par personne. Certes, je n'ignore pas que M. Griveaux a dit qu'il contenait beaucoup de contre-vérités. Et puis, peu après, il a dit d'ailleurs, je ne l'ai pas lu. Ce qui prouve que ce personnage est étrange.
Et il a été dit que l'Élysée rendrait public les contre-vérités. Rien n'a été rendu public. Personne n'a contesté une seule ligne du rapport. Personne. Sauf un journaliste de BFM TV qui a dit qu'on avait omis de publier une pièce dans les annexes, ce qui a montré qu'il n'avait pas lu le rapport, puisque la pièce en question était dans le corps du texte. Donc, vous voyez, on est très clair. Et quand M. le Premier ministre a dit, je ne sais pas pourquoi, que c'était contraire à la séparation des pouvoirs, ce qu'il a dit n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que nous avons strictement respecté l'indépendance du pouvoir exécutif et l'indépendance de la justice. Nous avons simplement fait notre travail. Et je précise, parce que je suis un peu long là, cher Hugo, mais puisqu'on en parle beaucoup, allons jusqu'au bout. Bah oui. Premièrement, ce n'est pas la faute du Sénat si M. Benalla s'est comporté d'une façon aussi étrange, bizarre, inacceptable à bien des égards. Ce n'est pas la faute du Sénat si, parce que beaucoup de gens au plus haut niveau de l'État ont considéré qu'il était protégé, si toutes ces personnes ont dysfonctionné. Et ce n'est pas la faute du Sénat si plusieurs personnes qui étaient haut placées à l'Élysée n'ont pas dit la vérité à la commission d'enquête. Or, devant une commission d'enquête parlementaire, on jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est pas de notre faute s'ils ne l'ont pas fait. Et donc, nous avons tiré les conclusions en adressant une lettre au président du Sénat, en lui disant qu'il fallait saisir la justice. Le président du Sénat a réuni le bureau du Sénat, qui nous a approuvés et qui est même allé plus loin que nous, puisque s'agissant de 3 hauts fonctionnaires de l'Élysée, nous avons simplement dit qu'ils avaient retenu une part significative de la vérité, et c'est le bureau du Sénat qui a dit que pour une de ces personnes, il fallait aller plus loin et parler de faux témoignages. Donc tout ça s'est déroulé en toute transparence par rapport à de graves dysfonctionnements, à de graves problèmes. Nous avons dit la vérité. Elle n'est pas contestée. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Mais voyez-vous, je ne regrette rien. Et je récuse totalement, je considère comme une injure. Je considère comme une injure que l'on me dise que j'ai fait ça dans un esprit politicien ou pour faire de la politique. Parce que ce n'est pas vrai. Vous comprenez ? Ceux qui disent ça, qu'ils nous disent quelle ligne du rapport, quelle page du rapport est fallacieuse et fautive. Ils ne répondront pas. Parce que ce que nous avons dit, c'est la vérité. Et donc, par cette commission d'enquête qui a été très médiatisée, nous avons montré 2 choses. Premièrement, et c'est très, très important pour l'avenir, qu'il faut prendre au sérieux dans une démocratie une commission d'enquête. Ce que dit la commission d'enquête, ce qu'elle fait. Deuxièmement, que désormais, les commissions d'enquête devront être publiques. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut rétablir la vérité, il faut dire les choses, et il faut que ce soit devant les citoyens. À tous ceux qui disent qu'il faut de la démocratie directe, il faut participer, je dis, les commissions d'enquête parlementaires sont une occasion. Est-ce que c'est public et c'est l'occasion aussi C'est public. Effectivement. Alors pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoint au fil des minutes, eux aussi sont un petit peu en retard, nous on l'était, mais il y en a qui arrivent aussi. Vous êtes très nombreux, le principe c'est très simple, je suis avec Jean-Pierre Sueur, on parle du coup de l'affaire Benalla, du rôle que vous avez joué au sein de cette commission d'enquête au Sénat, et vous pouvez poser vos questions, je les ai sous les yeux et je les pose à vous monsieur le sénateur, encore merci d'être ici. Une question que j'ai vu passer plusieurs fois, et notamment sur les autres réseaux sociaux depuis qu'on a annoncé votre présence dans l'émission. Est-ce que vous avez reçu des pressions de la part du gouvernement, de la part oui. de la majorité ? Oui. En particulier, c'est tout à fait public, lorsque nous avons décidé de recevoir M. Benalla, qui par ailleurs était convoqué par la justice. Certains nous ont dit, Madame le garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, a publié une dissertation dans le journal Le Monde pour nous expliquer qu'il fallait respecter l'indépendance de la justice. Mais on n'avait pas besoin de cette dissertation. Figurez-vous que j'ai lu la Constitution,
Je connais l'article 51, alinéa 2, je connais l'article 24 de la Constitution, et je sais très bien que nous ne devons pas empiéter sur ce qui relève de la justice, mais que nous devons nous contenir dans notre rôle, qui est de rechercher la vérité, de rechercher les dysfonctionnements et de proposer des réponses. C'est quel type de pression qu'on reçoit dans ces cas-là ? Eh bien, par exemple, cet article du journal Le Monde, c'était une manière de dire « Occupez-vous de vos oignons et n'auditionnez pas M. Benalla parce qu'il va être auditionné par la justice. » Mais je vais être très précis. Naturellement, si on dit cela, il n'y a plus d'enquête parlementaire possible. Il n'y a plus de commission d'enquête parlementaire possible. Pourquoi ? Bien parce que prenez Lactalis, il y a une commission d'enquête parlementaire et il y a une justice qui fonctionne. Prenez la lutte contre le djihadisme, j'ai fait partie, j'étais rapporteur d'une commission d'enquête. Il y avait beaucoup de procès en même temps. C'est-à-dire que si on interprète la Constitution comme disant que dès lors que la justice est saisie, le Sénat ou l'Assemblée n'ont plus aucun rôle à jouer, c'est une interprétation qui est fausse. Il faut simplement qu'on ne se mette pas à la place de la justice. La justice, elle peut juger et condamner. Nous ne jugeons pas, nous ne condamnons pas, nous cherchons la vérité. Devant un juge, on peut mentir, ou on peut refuser de répondre. Devant une commission d'enquête parlementaire, on doit dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi c'est très important. Nous avons eu d'autres pressions. Un ministre a dit, je l'ai déjà cité, c'est pas la peine de le citer deux fois, ça lui fait trop de publicité. Il a dit, voilà, vous voulez destituer le chef de l'État. C'est absurde. Je dis à ce ministre, enfin, comment avez-vous pu dire cela ? La destitution du chef de l'État, c'est une procédure qui existe, mais qui n'a strictement rien à voir avec la procédure de commission d'enquête parlementaire. Je vais même vous dire quelque chose qui est dans le rapport. Figurez-vous qu'on a demandé une pièce qui avait été perquisitionnée par la justice. Donc elle était sous scellé. Madame la garde des Sceaux a dit donc vous ne pouvez pas y accéder. Nous avons saisi le juge. Et le juge nous a dit, mais vous avez tout à fait le droit d'accéder à cette pièce, vous devez pouvoir y accéder. Donc je lève les scellés, a dit le juge, et on a pu y accéder. Ouais. Donc il y a un problème sur vous dans le traitement du gouvernement de cette affaire. Je pense qu'on le comprend bien. Il y a d'autres questions qui sont dans le chat et que je vois à l'instant. Et même pour être clair, comme il y a eu le rapport de la commission, puis on a envoyé une lettre au président du Sénat, puis le bureau du Sénat s'est réuni. Bien, je sais qu'il y a eu quelques pressions sur des membres du bureau. D'accord. Des pressions en privé qui ne sont pas autres que publiques dans des médias. Paroles, pour qu'ils désavouent la commission et ses rapporteurs. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Et j'ai toujours pensé que ces pressions seraient nulles et non avenues, ce qui était le cas. Une question de Licia Oran sur le chat qui demande est-ce qu'il y a déjà eu une commission d'enquête en parallèle avec la justice ou est-ce que c'était la première fois ? Non, c'est très fréquent. C'est très fréquent. J'ai cité des exemples. Le rôle de la justice n'est pas celui d'une commission d'enquête parlementaire. Alors, d'autres questions, justement. Alors, justement, c'est une des questions qui revient souvent Alors, j'essaie de retrouver... Voilà. Bouka57 qui se pose la question de l'utilité d'avoir en parallèle une justice qui fait l'enquête et le Sénat qui fait sa propre enquête, d'avoir deux enquêtes en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parce que la Constitution, c'est pas moi qui ai écrit la Constitution. La Constitution, elle dit que le pouvoir législatif, à savoir l'Assemblée et le Sénat, ont pour mission de contrôler le gouvernement. Il n'y a pas de démocratie si les pouvoirs ne sont pas contrôlés les uns par les autres. Une autre. Ouais. Et donc, c'est très clair, la Constitution dit que le pouvoir législatif, par l'intermédiaire des commissions d'enquête parlementaires, doit contrôler le gouvernement et évaluer les politiques publiques. Mais nous le faisons tout le temps. Vous savez, je suis parallèlement rapporteur pour avis, pour la commission des lois, du budget de l'Élysée.
Et donc chaque année, je vais à l'Élysée, je vais voir le directeur de cabinet et je lui pose environ 40 questions sur les personnels, les véhicules, les déplacements, etc. Pour exercer un contrôle. Tout cela est public. C'est-à-dire que ce rôle, le Parlement a deux missions. Premièrement, voter la loi. Deuxièmement, contrôler le pouvoir exécutif. Alors, une autre question, pas forcément sur le pouvoir, en tout cas sur le gouvernement en place, mais une question de Tsar 333 qui demande « Que pensez-vous d'une commission parlementaire sur les influences étrangères exercées sur le Rassemblement national ?» en parlant évidemment de Steve Bannon et des influences russes. Cela a été demandé, c'est une possibilité. Rien n'interdit de faire une telle commission. D'accord. C'est possible. Naturellement, c'est possible. On peut faire une commission d'enquête parlementaire sur tout sujet qui apparaît pertinent. Alors, la question, voyez-vous, il y a une gradation sur les événements qui se sont produits récemment le 1er mai. Et M. Castaner a fait des déclarations rapides sur ce qui s'était passé à l'hôpital. C'est, je crois, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il y a eu un certain nombre d'événements. Bon. Il est certain que ce qu'a dit M. Castaner n'était pas conforme à la vérité. On est là devant un vrai sujet de réflexion. C'est que on se fait dans notre société une idée de l'information qui procède de l'immédiateté. Et moi, je regarde les chaînes d'émissions, les chaînes d'infos en direct. Et quelquefois, je pense deux choses. Je pense d'abord que c'est très bien qu'il y ait... Je rappelle peut-être juste pour que tout le monde suive qu'on parlait de Christophe Castaner qui parlait d'une attaque à l'hôpital. Voilà. À ce moment-là. Là, attendez, je vais répondre là-dessus, puis je vais revenir sur la question des chaînes d'infos. Certains ont demandé une commission d'enquête parlementaire. Moi, ce que j'ai demandé, avec mon groupe socialiste, avec son président, Patrick Kanner, c'est que M. Castaner soit entendu. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit utile de passer 6 mois à faire une commission d'enquête parlementaire. Ça dure 6 mois sur ce sujet. En revanche, ça aurait été bien que pendant 1 heure, en direct, télévisé, M. Castaner puisse venir s'expliquer et répondre à nos questions. Bon, donc, il y a des gradations. On n'est pas obligé de faire une commission d'enquête. Une commission pour la moindre... Il y a des sujets sur lesquels on peut simplement convoquer le ministre pour qu'il puisse s'expliquer. Mais le problème des chaînes d'infos, vous voyez, Castaner, il a été dans la situation où on lui a dit, voilà, il y a une agression à l'hôpital, il a cru que c'était les gilets jaunes, etc. Et au quart de tour, il a démarré. Et ce que j'appelle à la réflexion, sur le fait que, vous savez, vous êtes journaliste. Quand on est journaliste, on sait que c'est très dur de trouver la vérité. Et quelquefois, il faut des jours et des semaines d'enquête avant de trouver la vérité. Bien sûr. Or, quelquefois, moi, je suis là et je regarde les chaînes d'infos. C'est très utile parce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis moi-même, quand ils m'invitent, j'y vais. Je m'exprime. Donc, je ne vais pas dire c'est mal, pas du tout. Mais quelquefois, je vois de pauvres journalistes qui sont là. Il s'est passé quelque chose. Bon, mettons, il y a eu une explosion. Ils doivent réagir. Il y a quelqu'un qui arrive dans les 7 minutes, qui est là avec une caméra devant son micro et qui ne sait pas. Donc il dit, nous sommes là, voilà, nous attendons des informations, il semblerait que... Oui, donc, ils doivent meubler le temps. Ils doivent meubler. Alors, ils sont toujours... Il est là, bon alors 10 minutes après, oui... un quart d'heure après, 1 heure après. Bon, ça finit par être assommant, parce qu'on a envie de leur dire, mais écoutez, arrêtez, prenez le temps de savoir ce qui s'est vraiment passé, et faites-nous une émission à 20h pour nous le dire. Autrement dit, moi, je ne crois pas, et j'appelle à la réflexion, je ne crois pas que l'immédiateté soit une valeur. Alors, une question liée à ça. De Payet à Binous, qui demande, justement sur la question du contrôle des médias, est-ce qu'il faudrait davantage de surveillance des infos des médias pour éviter les éventuelles infos douteuses ou les fake news? Non. Non, pas besoin de Non, mais attendez, je suis clair. Oui. Moi, mon père était journaliste. J'ai un respect énorme pour les journalistes. Et si vous êtes journaliste, Dès qu'on va vous parler d'une surveillance de la profession,
Allez dire ça aux journalistes de Libération, du Monde, de Mediapart, du Figaro, et on va instaurer une surveillance. Mais ils vont hurler, ils vont pas être d'accord. Ce que je crois, c'est qu'il peut y avoir une autorégulation de la profession. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on sait bien qu'un journaliste qui fait son boulot, qui a sa crédibilité, c'est quelqu'un qui dit ce qui est vrai et qui va pouvoir faire un papier après avoir passé quelquefois des heures et des journées et des semaines d'investigation. Donc, que l'on dise aux gens qu'il s'est passé tel ou tel événement, comme France Info, tous les 10 minutes, il y a un journal. Bon, très bien. Mais prenons le temps. Vous voyez, je vais parler du service public. Oui. Vous avez à la fois France Info et vous avez un bulletin tous les 10 minutes. Bon. Mais vous avez des émissions comme Secret d'Info qui passent le samedi, où c'est souvent, parce que j'ai été souvent interviewé dans ce cadre, des semaines et des mois d'investigation. De même, les émissions d'Élise Lucet, complément d'enquête et cache investigation, ça, c'est beaucoup de travail. En fait, pour bien informer, vous le savez, il faut beaucoup de temps de travail. Et l'immédiateté, c'est une drogue et c'est un faux semblant. C'est pas parce que je vais dire quelque chose tout de suite que je vais dire la vérité. Et le malheur, c'est que ce culte de l'immédiateté finit par rejaillir sur tout le monde, y compris sur les membres du gouvernement. Et aujourd'hui, et ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour le président de la République. Il se passe quelque chose, 10 minutes après, il faut réagir. Mais ça finit par être assommant, enfin très difficile. Ouais. Je préfère prendre le temps de trouver la vérité plutôt que de cultiver l'à peu près dans l'immédiateté. Dernière question très rapide sur la question des médias. Après, il faut parler des européennes. Il y a d'autres sujets d'actualité. On va parler de tout ce. On va parler de ça. Mais une dernière question, enfin une réaction là que je vois dans le chat à ce sujet, qui fait pas mal réagir. C'est Automne Éternel qui dit oui, mais les grands médias reprennent presque tous et tout le temps les mêmes dépêches. Il y a un cruel manque de pluralisme et de critique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un aspect grégaire, c'est-à-dire que c'est vrai que quand il y a une info, elle est souvent reprise. Et, c'est cet aspect grégaire. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui font leur travail. Oui, par exemple, il y a des journalistes qui ont révélé que les armes que la France vend au Yémen, enfin, en Arabie Saoudite, servent à des actions contre des civils dans la guerre au Yémen. Bon. Je suis extrêmement choqué, je le dis ici devant vous, par le fait qu'il y ait des actions menées, ils étaient entendus par la DGSI, des plaintes contre ces journalistes. Parce que après tout, ces journalistes, ils ont fait leur boulot. Si c'est vrai, écoutez, ils ont dit ce qu'ils sont découverts. Si c'est faux, qu'on nous fournisse les preuves que c'est faux, et le gouvernement peut s'exprimer. Mais je ne vois pas pourquoi on va porter plainte devant des journalistes qui font leur travail. Le travail des journalistes, c'est de dire la vérité. C'est de mettre la plume dans la plaie. Bien sûr. Comme disait un journaliste célèbre. On ne peut pas reprocher à un journaliste de faire son boulot, qui est de chercher la vérité. Alors, on passe sur les questions un peu plus politiques maintenant. Il y a les européennes qui arrivent dans un peu plus d'une semaine, donc il y a de quoi dire en termes d'actualité. Une question déjà de Zerfa qui à l'instant là dans le chat dit question un petit peu plus personnelle suite à la débâcle qu'a subi le PS au présidentiel et son poids presque inexistant dans la représentation politique actuelle, notamment à l'Assemblée nationale. C'est une longue question. Cela vous a-t-il amené à revoir votre engagement au PS au profit d'une autre formation politique ? Pas du tout. Moi, je suis socialiste et je le reste. Et à toutes les élections auxquelles je me suis présenté, que ce soit des municipales, des législatives, des sénatoriales, et j'ai été élu en tête de tous les candidats, ma liste était en tête, alors que je suis socialiste et que je l'affirme, dans un département qui est plutôt de droite, le Loiret. Mais parce que je crois qu'il faut être vrai, il faut être soi-même. Et pourquoi je suis socialiste, moi ? Pourquoi je suis social-démocrate ? Les deux mots me conviennent. Parce que
Je crois dans une société de l'initiative, de l'entreprise, du risque, de l'inventivité. Je crois que le marché est nécessaire, même s'il est myope. Et comme il est myope, il faut un État. Pour le contrôler, pour le réguler. Il faut des outils publics. Il faut de la solidarité, etc. Et ce compromis-là, c'est exactement le type de société qui me paraît le meilleur. Je ne suis pas pour l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, ça consiste à dire que le marché va tout résoudre. Non, il est nécessaire, mais il est myope. Je ne suis pas pour l'étatisme acharné, parce que ça ne marche pas. Quand on veut que l'État gère l'économie, en général, ça ne marche pas. Je suis pour une puissance publique qui fait son boulot, et de nombreux acteurs dans la société qui travaillent avec une part d'autonomie importante. Je suis pour la décentralisation, etc. Mais cet idéal-là que je viens de dire, il est formidable. Vous comprenez, j'ai soutenu cela avec François Mitterrand, avec Lionel Jospin, avec François Hollande, avec mes références, vous savez, c'est Pierre Mendès France, Michel Rocard, Jacques Delors, qui ont défendu cela. Et ça reste complètement d'actualité. C'est pourquoi, même, il y a des hauts et des bas. Bon, depuis que le Parti socialiste existe, ça fait depuis 1905, ça fait assez longtemps, il y a eu des hauts et des bas. Là, on n'est pas dans le haut en ce moment. On n'est pas du tout dans le haut. Mais la dignité de la politique, c'est d'être fidèle à ses idées, même quand on est dans le bas. Donc pour les européennes, moi, vous allez soutenir... La liste Glucksmann, PS, et je regrette de tout mon cœur, je dois vous le dire, qu'il n'y ait pas une liste de rassemblement beaucoup plus large de la gauche. À quoi ça sert qu'il y ait une liste de Yann Brossa, qui est quelqu'un de très sympathique. J'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec lui sur le logement à Paris. Il travaille avec Anne Hidalgo, qui est socialiste. Benoît Hamon, pourquoi? Bon, il y a des différences. Mais enfin, pourquoi faire une liste? Les écologistes. Mais enfin, pourquoi? Imaginez que tous ces gens-là soient ensemble. Ça ferait 20%, 25%. Jean-Luc Mélenchon aussi? Non. Non, et je dis non clairement, parce que je me dissocie du populisme de Jean-Luc Mélenchon finalement des thèses qui sont les siennes, qui ne sont pas européennes. C'est-à-dire que quand on dit, moi je suis pour l'Europe, mais il faut revoir tous les traités, et puis aucun traité n'est valable, et tous ces traités, c'est un chef-d'œuvre d'erreurs et de bêtises, et je dis que quand on dit ça, on ne croit pas en l'Europe. Parce que voyez-vous, quel que soit le résultat des européennes, il faut dire la vérité. Si on veut tromper, on peut tromper facilement. Il faut dire, voilà, votez pour nous, votez pour moi, et alors, il y aura, tous les traités vont être abolis, il y aura une nouvelle Europe qui va arriver tout d'un coup, et ça va être un rêve, et ça va être merveilleux. Non. Je vais vous dire qu'après les européennes comme avant, il faudra des coalitions. Et une des questions qui se pose, il y aura la liste de M. Macron, qui est menée par Mme Loiseau, c'est qu'on ne sait même pas à quel groupe elle appartiendra au Parlement européen. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Une espèce de flou. Moi, je dis, je me situe dans la famille socialiste et social-démocrate, c'est-à-dire ceux qui veulent de la justice, de la solidarité dans une société ouverte, moderne. Alors, si on si on regarde de très près, qu'est-ce que vous voulez? Je vais être très concret. L'histoire, il faut une Europe sociale. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des gens qui viennent travailler avec des charges sociales qui n'ont rien à voir avec celles qui existent en France. Prenez simplement l'écologie. Je prends un exemple simple. Les tomates. C'est concret, tout le monde comprend. Vous avez des tomates qui sont en vente dans des hypermarchés français, qui sont produites en Espagne avec des pesticides qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France. Je dis, on marche sur la tête. Parce que de deux choses l'une. Ou bien ce pesticide est mauvais. Donc il est aussi mauvais en Espagne qu'en France. Tout le monde comprend. Et donc, moi je suis pour plus d'Europe. C'est-à-dire qu'il y ait des règles sur toute une série de choses, qu'elles soient du droit du travail ou qu'elles soient du droit de l'environnement, et qu'elles s'appliquent à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui arrivent en Europe
avec des préjugés absolus, totalement nationalistes, et qui en fait, soyons clairs, ne veulent pas de l'Europe, ou qui disent que l'Europe est responsable de tous les maux. Je dis, mais quelle bêtise, quelle absurdité. Moi, je suis profondément, viscéralement européen, et je crois que dans ce monde où il y a des continents aujourd'hui, vous voyez, vous avez l'Amérique de M. Trump, vous avez M. Poutine, vous avez la Chine, etc. Dans ce monde-là, où les grandes puissances et les continents ne sont pas forcément dirigés par de grands humanistes. On est d'accord, Hugo? Ouais. Eh bien, il faut que l'Europe, elle soit unie, elle soit forte avec ses valeurs. Et il faut qu'elle soit forte pour avoir une puissance publique qui impose des règles qui s'appliquent à tout le monde. Et alors justement, d'un point de vue économique, vous avez parlé d'Europe sociale. Tanaël demande dans le chat, une Europe sociale, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire par exemple une uniformisation des charges en Europe? Mais oui. Mais je pense que ce n'est pas possible tout de suite. Et donc, ce qui est réaliste, parce que c'est difficile si vous dites, on va appliquer les mêmes charges en France et en Pologne, ou en Slovénie, ou en Roumanie, c'est difficile. Mais je voudrais d'abord que les Français soient conscients, parce qu'on est dans un pays où les gens râlent tout le temps. Une sorte de culture nationale. Mais vous savez, en France, on a un système social qui est assez remarquable. Je ne sais pas si vous connaissez un seul pays au monde où on bénéficie de ce dont on bénéficie en France en matière de sécurité sociale, de remboursement des médicaments, des consultations, des séjours à l'hôpital. Comparé avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, avec ce qui se passe aux États-Unis, etc. Regardez aux États-Unis, Obama, le mal qu'il s'est donné pour mettre en œuvre ce qui n'est même pas un cinquième de la sécurité sociale française. Donc, je suis bien sûr partisan, ça me paraît une nécessité qu'on aille vers une convergence des droits sociaux, du droit du travail, du droit Mais est-ce que c'est possible? C'est une question de Dart. Dart dit ici, l'Europe n'est-elle pas trop étendue avec des pays au niveau socio et économique trop différents pour aboutir à cette Europe socialement juste et efficace? Bonne question. Et certains disent, finalement, il n'aurait pas fallu accepter ces pays de l'ancienne Europe de l'Est. Et moi, je dis, mais s'il fallait les accepter. Voilà des gens qui ont été sous le joug de l'URSS. C'est-à-dire un système étatique pour l'économie, inefficace, et de graves atteintes aux libertés. La liberté d'adhérer à un seul parti et à un seul syndicat. Bon. Le rideau de fer tombe. La liberté arrive. Et eux, ils aspirent à l'idéal européen. Et on va leur dire, ben non, ça va nous causer des problèmes, ne les prenons pas. Je ne suis pas d'accord. On a bien fait de les prendre. Maintenant, ils sont là. La question, c'est en effet de faire cette unification pour qu'il y ait une puissance publique, qui ait de la gueule, qui tienne le coup, dont on soit fier. Mais évidemment, si vous dites qu'il faut que ce soit fait demain matin, c'est de la bêtise. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut, par exemple, un échéancier sur 10 ans, 15 ans, pour y arriver. Hein? Ça se fasse progressivement. Mais bien sûr. Mais si on refuse le réalisme de la progressivité, ça ne marche pas. Mais il faut y aller par étapes. Mais on est tout à fait capable d'y arriver. Alors, une autre question, puisqu'on est sur l'Europe. C'est bien, il y a beaucoup de questions dans le chat sur l'Europe. Vous voyez les questions qui s'affichent au fur et à mesure. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle, il nous reste déjà 20 minutes. Ça passe vite. Hein. Oui, 20 minutes. Mais moi, je veux rester plus longtemps, si vous voulez. Je pense pas. Je crois qu'il faut libérer le plateau. Ensuite, il y a d'autres émissions à partir... oui, mais comme on a commencé un peu en retard, on aura du rap. C'est vrai, mais je vais essayer de prendre un maximum de sujets différents. Peut-être une autre question, là, quand même, sur l'Europe, de Nomade TV, sur l'évasion fiscale. Il demande, l'Europe a un problème avec l'optimisation ou l'évasion fiscale. Une solution peut-elle être mise en place ou est-ce que c'est peine perdue? Non. Moi, je crois en effet qu'on doit lutter contre ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale. Il y a toute une série de gens qui passent leur temps à faire en sorte que des gens puissent contourner la fiscalité. Et pour ça, on a quand même beaucoup simplifié notre fiscalité, à éviter tout ce qui permet de la contourner. Moi, je trouve que c'est bien de payer l'impôt. Je sais que cette déclaration n'est pas populaire. Mais enfin, il faut bien que l'État ait des ressources, ainsi que les collectivités locales. Et je crois qu'il faut dire la nécessité de l'impôt. Alors, il y a
beaucoup à faire pour lutter contre les paradis fiscaux. Y compris au sein de l'Europe. Mais oui. Mais si vous voulez, la France toute seule ne peut pas lutter contre les paradis fiscaux. De la même manière, je vous signale, publicité gratuite, que j'ai fait voter au Sénat une proposition de loi sur les biens mal acquis. Vous savez, tous ces notables d'Afrique et d'ailleurs, qui achètent des voitures, des appartements à Paris et sur la Côte d'Azur, qui font du blanchiment de l'argent de manière industrielle. Quand la justice confisque ces biens, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va au budget de l'État. Je préférais que ça aille aux populations spoliées. C'est une proposition de loi que j'ai faite. De la même manière, il y a la question des paradis fiscaux. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur les paradis fiscaux, il faut des règles. Et je crois qu'on est plus fort au niveau européen pour bâtir ces règles, pour être très vigilant, pour contrôler, pour punir, que si chaque État reste dans sa sphère. De la même manière, vous avez le problème du numérique. Vous voyez, toutes ces Google, Amazon, Facebook, Apple, tout ça. C'est pas normal qu'ils ne paient pas les impôts là où ils doivent les payer. Bon, mais il faut pour ça que l'Europe édicte des lois, des règles, et il faut qu'au sein de l'Europe, certains ne jouent pas leur intérêt particulier. Je pense à l'Irlande, vous comprenez, où on dit aux gens, ben, on vous fait de grandes faveurs fiscales si vous venez chez nous. 15% par rapport à 25% pour la France sur les impôts. Et si on réussit à unifier tout ça, de même, on fait beaucoup de lois en France, si on a raison. Mais voyez-vous, il est quand même nécessaire que les lois qui s'appliquent à des journaux, sur le droit d'auteur, sur la diffamation, etc., sur l'injure, etc., sur la propriété intellectuelle, s'appliquent sur Internet. Alors, pour ça, il va falloir avoir des règles européennes et même des règles mondiales. Et mon ami Rocard disait, le problème, c'est le gouvernement de la planète. Il n'avait pas tort. Mais simplement, pour arriver au gouvernement de la planète, il y a des règles qui s'imposent au plan international. Il faut commencer par le faire au niveau de l'Europe. Et tous ceux qui luttent contre l'Europe ou qui veulent aller au Parlement européen pour lutter contre l'Europe, vous voyez, c'est absolument absurde. On a en France, aujourd'hui, un certain nombre de députés européens du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui, qui sont totalement inefficaces, ils ne servent à rien, parce qu'ils sont là pour être contre tout et pour lutter contre l'Europe. Bon, je dis aux Français, puisqu'on a l'occasion de se parler, et qu'il y a des Français jeunes et moins jeunes qui nous écoutent. Mais moi, je dis que c'est une absurdité totale de voter pour le Rassemblement National. Pourquoi ? Parce qu'on va envoyer au Parlement européen un maximum de gens qui sont contre l'Europe. Donc, ils sont contre-productifs et ils jouent contre la France. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'ils ne défendent rien de ce qui serait bien au sein du Parlement européen, y compris pour la France. Il y a une question là-dessus. Benoît Hamon, il me semble que c'est aujourd'hui ou hier, a déclaré dans le journal Le Monde « Il y a des pressions de l'Élysée pour mettre en scène le face-à-face La République En Marche, Rassemblement National ». Et là, il y a une autre question à l'instant dans le chat de Wissied qui dit « Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que ces élections européennes sont un référendum sur la politique du gouvernement ?» Qu'est-ce que vous pensez de la tournure que prennent ces élections ? Je suis d'accord avec Benoît Hamon là-dessus. Pourquoi ? Parce que je pense que l'élection européenne, ce ne doit pas être un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Je pense qu'il s'agit de savoir quelle politique nous voulons pour l'Europe et d'envoyer des députés qui défendront une politique pour l'Europe à laquelle nous croyons. Premier point. Deuxièmement, je pense que Benoît Hamon a raison. Vous voyez, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il veut absolument présenter une liste et qu'à mon avis, ça ne sert à rien. Il aurait mieux fait de participer à un rassemblement plus large. Avec nous, ça aurait été, avec les socialistes, ça aurait été tellement mieux, ainsi que les écologistes, ça va tellement mieux. Mais là où il a raison, c'est que il y a des paroles qui sont dites par Madame Loiseau, par Monsieur Macron lui-même, en disant voilà, il y a nous, et il y a les Fronts National, enfin le Rassemblement National. Mais c'est complètement faux. Il y a toute une série de listes. 33 listes. Oui, mais dans les 33, il y a un certain nombre de listes qui sont... la liste que je soutiens, celle de Raphaël Glucksmann et des socialistes. Soutenue d'ailleurs par Christiane Taubira, par Bernard Cazeneuve,
par Anne Hidalgo et par Martine Aubry, donc des personnes qui comptent dans notre société. Cette liste-là, elle est totalement européenne, mais elle est. Il y a un programme qui est abondant, qui est bien fait, d'ailleurs, qui est riche, et qui parle de l'Europe sociale. Bon, je ne vois pas de quel droit Monsieur le Président de la République, quand bien même il est Président de la République, dirait, eh bien, il y a deux solutions, ou bien le Front National, et alors là c'est anti-européen, ou nous. Mais non, il y a plusieurs dans la démocratie. Des alternatives. Et le Président de la République, qui est le président de tous les Français, je le rappelle, même s'il a été élu sur la base d'un parti politique qu'il a lui-même créé, c'est normal. Mais en tant que président de la République, c'est normal, à mon avis, qu'il dise « je suis contre ceux qui refusent l'Europe ». Parce que, vraiment, la France, on a le drapeau de la France. Il y a même une loi en ce moment au Parlement pour qu'on installe dans toutes les classes le drapeau bleu, blanc, rouge et le drapeau européen. Bon, très bien. Mais de quel droit il va dire « il y a une liste qui défend l'Europe ». Il y a plusieurs listes qui défendent des projets européens différents. Et voilà. Et refuser ce pluralisme-là, c'est simplifier les choses. Et je pense que c'est pas prendre au sérieux nos concitoyens. Alors, une autre question, en attendant qu'il y ait d'autres questions sur les européennes qui risquent de revenir, il nous reste 13 minutes. Donc c'est bien, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. On va serait sur une chaîne d'infos, vous vous rendez compte? C'est vrai, 13 minutes, ce serait déjà un luxe pas possible. Pensez au journal de 20h. Ouais. Vous savez, au journal de 20h, très souvent, les sujets durent 1 minute, 2 minutes. Alors, vous savez, mon ami Rocard, il disait, mais c'est assommant. Parce que, vous imaginez, vous avez 1 minute 5, vous devez dire le point de vue du numéro 1, le point de vue de celui numéro 2 qui n'est pas d'accord avec le numéro 1, et le commentaire du journaliste. Ça veut dire que vous avez des phrases, des bouts de phrases. Or, une pensée. Et nous avons une grande tradition philosophique, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Une pensée, c'est pas un slogan, c'est pas 3 mots. Ça se développe. Oui, ça se développe. Une pensée, c'est quelque chose qui demande le temps de la réflexion, le temps de l'expression, le temps du dialogue. Et ce que j'apprécie dans les émissions, c'est quand elles sont assez longues pour qu'on ait le temps de se parler. Là, on a le temps, c'est bien. On a bien le temps. On a le temps. C'est pourquoi je reviendrai quand vous m'inviterez. Avec grand plaisir. Et c'est pourquoi on pourrait continuer, d'ailleurs, au-delà de l'heure. Avec grand plaisir. Je pense que le plateau doit être libéré. Avec grand plaisir pour recevoir un autre jour, en tout cas. Alors, on n'a pas fini l'émission. Il nous reste un peu de temps pour des questions. Une question. Alors, en attendant d'autres questions sur le chat, une question concernant les gilets jaunes. Alors, j'ai fait un peu quelques recherches en préparant l'émission. Vous avez dit au Figaro récemment, quand je suis en voiture et que je vois des gilets jaunes, en règle générale, je m'arrête. Que vous disent les gilets jaunes que vous rencontrez? Alors, je vais vous dire, il y a plusieurs phases. Première phase, les premiers samedis. Moi, je me rappelle, le premier samedi, novembre, je devais faire une conférence à Saint-Jean-de-la-Ruelle sur 2 écrivains face à la guerre, puisqu'on était vers le 11 novembre, Charles Péguy et Maurice Genevoix. Je passe sur le pont à Orléans, un des ponts, je vois des gilets jaunes qui sont là, je m'arrête, je garde ma voiture et je vais saluer, serrer la main de tous les gilets jaunes qui étaient là. En vous présentant en tant que sénateur? Ah mais ils n'étaient pas la peine de me présenter, ils me connaissent. D'accord. À Orléans, je suis assez connu. Ça fait donc 38 ans que je suis élu, donc ça fait... Oui. Un certain palmarès, ou une certaine continuité, ou peut-être trop d'ailleurs. Bon. Toujours est-il qu'on parle, ils me disent leurs revendications, le prix de l'essence, etc. Et je leur dis, vous savez, j'aime bien parler avec vous, d'ailleurs je vais revenir, mais je dois aller faire une conférence. Mais très gentil, ils m'ont dit, oui, il faut aller faire la conférence. Et ça s'est très bien passé. Et d'autres fois, pendant les premières semaines, je me suis très souvent arrêté, et on a beaucoup discuté. Mais je me suis arrêté, j'ai serré la main, j'ai demandé, on a dialogué. Bon. Ça n'a jamais été hostile? Si. Ah, ça c'était le premier cas de figure où ça se passe bien. Je vous dis la vérité. Ces derniers temps, c'est très différent. Parce que j'ai senti des personnes agressives et qui en voulaient à tout élu. Et moi, je leur ai dit, mais c'est pas une solution. Et ce n'est pas non plus une solution, un mouvement dans lequel on ne veut pas qu'il y ait des représentants. Voyez-vous, ceux qui se présentent aux élections, là, sont mal vus.
comme si on récusait même la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est quand même être d'accord pour désigner par le vote démocratique des représentants, des élus. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait chez certains, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, pas du tout, un certain nihilisme. Mais en même temps, beaucoup de gens, énormément de gens qui ont souscrit au mouvement des Gilets jaunes, étaient en accord sur le fait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la société, qu'il fallait réformer, étaient contre toute violence, étaient très pacifiques. Mais sur la fin, ça s'est radicalisé. Je l'ai vécu. Alors, une autre question sur le Sénat. Parce qu'on est quand même sur une émission d'Acropolis et de Public Sénat, donc il faut parler un peu du Sénat. On en a parlé au début avec l'affaire Benalla, mais sur l'âge des sénateurs. Une question de Zerfa qui dit « La moyenne d'âge au Sénat est de 60 ans environ. Est-ce un gage d'expérience et de capacité à prendre des bonnes décisions ou bien un risque de ne pas toujours comprendre les revendications des nouveaux votants récemment majeurs ?» À mon avis, mais je ne sais pas, il faudrait vérifier. Je ne suis pas sûr que l'âge moyen soit très différent à l'Assemblée. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais vous savez, j'ai même soutenu récemment une proposition de loi pour qu'on puisse être sénateur dès 18 ans. Mais avant, il fallait 35 ans, je crois, à une certaine période. Écoutez, je suis partisan que le Sénat représente le plus possible la société française dans sa diversité. J'ai vécu à l'Assemblée nationale, je suis au Sénat. Je suis assez frappé du fait que le Sénat représente assez bien la diversité de la France, notamment rurale, parce que vous avez quand même beaucoup de sénateurs qui représentent le monde rural. Peut-être d'ailleurs que le monde urbain, le monde des villes et des banlieues n'est pas assez représenté au Sénat. Mais j'ai quand même l'impression, le plus souvent, d'avoir dans mes collègues des gens qui font corps avec un département, qui quand ils parlent de l'agriculture, de l'industrie, de l'emploi, de l'environnement, de beaucoup de sujets, ils se réfèrent constamment au réel. Et peut-être une autre question sur la réforme du Sénat. Il y a beaucoup de discussions en ce moment, il y a beaucoup de choses qui émergent. L'idée déjà de supprimer le Sénat tout simplement, d'autres idées qui proposent de réduire le nombre de parlementaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Supprimer le Sénat, j'imagine que c'est pas votre... Non mais attendez, moi je ne défends pas le Sénat comme si je devais défendre ma boutique. Pas du tout. Ce que je défends, c'est le bicamérisme. C'est-à-dire le fait qu'un Parlement n'est intéressant que lorsqu'il y a deux chambres, deux assemblées. Pourquoi? Eh bien parce que si vous n'en avez qu'une, il n'y a pas de navette. C'est-à-dire que le texte d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, il arrive, il est examiné, il est voté ou il n'est pas voté. L'élaboration de la loi, c'est ce qui me passionne, moi. Voyez-vous? Quand vous élaborez une loi, vous allez penser que cette loi, elle va s'appliquer dans toute la France, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à Wallis-et-Futuna comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme en Guyane, comme à Dunkerque ou à Perpignan ou à Strasbourg, et elle va s'appliquer souvent pendant très longtemps. Vous comprenez, la loi de 1881 sur la presse, elle est en vigueur aujourd'hui. La loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. 1901 sur les assos. 1901 sur les associations. Donc les lois, contrairement à ce qu'on croit, durent longtemps. Et moi, j'aime beaucoup ce travail d'artisanat qui consiste à voter la loi après des navettes. Première lecture, mettons, à l'Assemblée, deuxième lecture au Sénat, nouvelle lecture à l'Assemblée, nouvelle lecture au Sénat. Mais ça a été aboli depuis qu'il y a la majorité et le président actuel. Ça avait déjà baissé avec François Hollande, mais je critique le fait que toutes les lois soient présentées selon la procédure accélérée. Pour moi, il faut du temps pour faire la loi. Les bonnes lois, c'est comme le bon vin, ça doit maturer. Et vous savez, tout mot dans la loi va avoir des conséquences pour des Français. Oui. Vous faites une loi sur les retraites, mais le lendemain, votre téléphone n'arrête pas de sonner, et moi. Vous faites une loi sur la sécurité sociale, alors ce médicament, comment on rembourse pas.
Les lois, c'est la vie des gens. Et il faut le temps. Il faut du temps pour faire de bonnes lois. Et cette idée de vouloir absolument faire à marche forcée des procédures accélérées, c'est une idée fausse. Il faut faire moins de lois. Hier, je me suis mis en colère au Sénat, enfin en colère très, très gentiment. Mais qu'est-ce que vous voulez? On commence par un article 1, la loi sur l'école, avec tout un baratin qui n'a aucune valeur législative. C'est une déclaration d'intention. Alors il faut que les professeurs soient exemplaires. Oui, sur l'exemplarité des professeurs. Ouais. D'accord, mais pourquoi il faut que les journalistes soient exemplaires, il faut que les sénateurs soient exemplaires. Et dans la prochaine loi sur la police, je dirais, article 1, les policiers doivent être exemplaires. On va dire, pourquoi vous dites ça? Non, mais arrêtons. Il faut faire des lois plus courtes et des lois plus efficaces. Mais il faut prendre le temps de discuter. Deuxième question que vous m'avez posée, pourquoi réduire le nombre de parlementaires? Moi, je ne crois pas que ce soit une bonne décision. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il y a là quelque chose d'un peu facile, en disant il y a trop d'élus, ça coûte trop cher, etc. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de dresser la nation contre les élus. Les élus, ils sont élus par les Françaises et les Français. Et je ne pense pas qu'il y ait trop de parlementaires. Si on réduit trop, il y aura un sénateur, peut-être un député dans beaucoup de départements. C'est pas la peine de nous faire des tas de discours du matin au soir sur la proximité, si on enlève la proximité entre les parlementaires et les citoyens. Okay. Alors, il nous reste 3 minutes. Là, par contre, on approche de la fin en l'occurrence. Une question peut-être rapidement sur de Bravior qui demande que pensez-vous de Juan Branco et de ses propos? Est-ce que vous avez entendu parler de ce personnage? Dites-moi les propos. Juan Branco. Alors, ses propos, c'est un ouvrage qu'il a sorti. Du coup, on va sauter la question, mais c'est un ouvrage qu'il a sorti qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il adresse une critique en fait d'Emmanuel Macron et de la façon dont il est arrivé au pouvoir. Et du coup, mais jamais vous ne le connaissez pas, du coup, ça va être dur de... Si, mais il y a des livres qui sont parus, etc. Oui, il y en a, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. J'ai entendu ce nom. J'ai entendu parler d'un autre livre que je n'ai pas lu. Oui. Donc, la liberté d'écriture, d'expression, de critique, elle est intégrale et chacun peut dire ce qu'il souhaite. Il faut simplement dire la vérité. Et si on ne dit pas la vérité, eh bien on a tort et on s'expose à toutes sortes de procès. Très bien. Alors, il nous reste là maintenant 2 minutes. Je vais vraiment en décompte vers la fin, mais j'essaie de caser un maximum de questions avant la fin. Voyons voir. Est-ce qu'on a le temps? Peut-être une question. Alors, une question sur le climat qui était sur les réseaux sociaux, sur les jeunes qui marchent pour le climat. Il y a eu des mobilisations récemment. Alors, pas que des jeunes d'ailleurs. On parle beaucoup des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes qui se mobilisent. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mobilisations pour le climat? C'est important. Et il est certain qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'aurait pas eu des mobilisations sur le climat. On avait des mobilisations sur les questions sociales. Et d'ailleurs, moi, je suis très attaché à ce qu'on tienne tous les bouts de la chaîne. Il faut se battre pour l'écologie et pour le climat. Il faut aussi se battre pour la justice sociale. Pour moi, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Mais, comme l'enjeu climatique est devenu très grand, très fort, et qu'on sait que s'il n'y a pas des mesures fortes qui sont prises maintenant, dans les mois qui viennent, eh bien, il y aura des choses irréversibles. Je dis que tous ces jeunes qui manifestent, eh bien, ils ont raison. C'est le cri d'une génération. Et moi, je me dis que je dois l'entendre. Alors, j'ai 2 dernières questions pour vous. Première question, qui est beaucoup revenue là en fin d'émission. Est-ce que vous avez un livre à recommander? Un livre à recommander aux jeunes qui nous regardent. Et deuxième question, un conseil à donner à ceux qui vous regardent, en l'occurrence des jeunes, c'est formulé comme ça, aux jeunes qui vous regardent. Un livre à recommander, je vais vous dire dans la Pléiade, mais peut-être aussi en livre de poche, les œuvres complètes de Charles Péguy. Parce que Charles Péguy, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez fait de nombreux articles? J'ai fait de nombreux articles sur Charles Péguy, parce qu'il est inclassable. Et aucun système ne résiste à son analyse. Vous voyez, il était socialiste. Mais quand on lui a dit, il faut que dans la revue socialiste, tu exposes la position du parti, il a dit, je fiche le camp. Et je crée une revue pour dire la vérité, toute la vérité, et même la vérité bête ou la vérité simple. Mais voilà. Alors, c'est un ouvrage. Lisez Péguy parce qu'on ne le lit pas assez, et c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Ensuite. Et un conseil? Un conseil?
Bah écoutez, je sais pas, je suis pas du genre à donner des conseils. Non, je trouve que ça fait un peu. Vous voyez, je dirais simplement qu'il faut être soi-même. Il y a un livre très célèbre, c'est la Bible, le Nouveau Testament, dans lequel il est écrit cette phrase: la vérité vous rendra libre. J'ai réfléchi beaucoup à cette phrase. J'ai fait une préface à un livre en parlant de cette phrase. Parce que on dit aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et si on disait toute la vérité sur ce qu'on pense des gens, c'est le misanthrope de Molière, Alceste, il veut tout dire. Il veut dire, voilà, monsieur, votre sonnet, il est détestable. Alors, il y a son ami Philinte qui lui dit, mais enfin, si on fonctionne comme ça, la société va être invivable. Tu dis toujours la vérité. Et en même temps, et c'est vrai ça, la transparence absolue, la vérité absolue, c'est totalitaire. D'accord ? Et en même temps, la politique n'a de sens que si par moment, dans la gangue des préjugés, de la langue de bois et des phrases toutes faites, tout d'un coup il y a quelque chose qui éclaire, qui déchire, qui apparaît et qui change les choses et qui est une parole juste, une parole vraie. Vous savez, je pense à une personne, c'est Christiane Taubira. Oui. J'aime beaucoup Christiane parce que elle ne fait pas de la politique comme tout le monde. D'abord, elle a un langage qui est très beau, très pur, c'est très important. Puis il y a des moments, au-delà des appareils, au-delà des conformismes, au-delà des pensées toutes faites et des idées prémâchées, préfabriquées, il y a la parole d'une femme qui est là et qui vous dit « je pense que ». Et ça, vous voyez, ça vaut de l'or. On va finir du coup sur ces beaux mots. Merci beaucoup. Merci Hugo. C'était très intéressant. Super. Et vous voyez, les gens étaient contents aussi dans. Je sais pas s'ils sont contents. Regardez, Milou qui dit j'aime beaucoup ce monsieur, il est inspirant. Il y a eu plein de réactions à ce que vous avez dit. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, Zerfa qui dit des réponses très pertinentes. Il y a une personne agréable à écouter. Donc on a pris le temps de discuter et ça a merci plu. Zerfa. Vous voyez tous les commentaires en direct. Les gens sont très contents d'avoir suivi l'émission. Merci Gaël Gallois. Merci Fanny Dufos. Merci l'Auvergnate Relou. Ça va être très long. Hein. Il y en a beaucoup qui vous. Il y en a beaucoup. Bon, mais c'est très bien. Tout le monde vous dit merci. Alors on a merci Omegax 64. Voilà. Merci Nati Zina. Merci à tous. Je vous embrasse. Hein. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi, juste avant ? La semaine prochaine, on a Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste de Paris, qui vient ici sur ce même siège pour répondre aux questions de Jean. Ce sera Jean la semaine prochaine pour cette émission. Et le prochain live d'Agropolis, c'est ce soir à 20h30 pour le commentaire en live du débat des Spitzenkandidaten, j'ai plus ou moins bien prononcé, avec Adrien et Sylvain. Merci évidemment à Public Sénat, merci à OGaming, merci à Andy qui m'a aidé à remonter les questions les plus pertinentes sur ma petite tablette. Je crois que j'ai tout dit. Merci encore d'avoir été ici. Beaucoup. Merci à vous tous pour nous avoir suivis. C'était super de vous avoir. Et puis on se dit à très vite. Merci.